Tanti saluti, cari amici di Radio Corsica Internazionale, di Telepaese, di vostra matinale di questo principio di settimana, di questo lunedì 16 di febbraio. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre qui. Voilà, un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de RCI, de Télépaese, votre matinale début de semaine, donc avec aujourd'hui des rendez-vous qui sont prévus. Par contre, aujourd'hui, nous n'aurons pas d'informations, voilà, car notre cher Philippe est parti en villégiature, comme beaucoup de Bastiais sur Viareggio, et actuellement, le bateau est en train de tourner en rond au large de Bastia. La météo n'est pas au beau fixe, voilà. Voilà donc pour le petit secret, pourquoi on n'aura pas d'infos donc aujourd'hui. Aujourd'hui, on fêtait les Juliennes. Voilà, une toute bonne fête à toutes les Juliennes qui sont à l'écoute ou pas de Radio Corse Internationale de Télépaese. Bon, on va faire quand même un petit point météo ensemble. Un petit point sur la météo de ce lundi. Voilà, donc, comme vous avez pu le voir un peu partout sur toute la région, le vent s'est invité donc pour ce début de semaine, avec des pointes sur certaines régions en plus de 100 km/h, donc soyez prudents. Pour ce qui est du ciel, le ciel sera couvert sur la partie ajaxienne avec de faibles pluies prévues cet après-midi. Pour la région bastiaise, les températures seront autour de 15 degrés, à savoir que nous aurons beaucoup de nuages, pas de pluie normalement prévue pour cette région bastiaise. Et à partir de Porto Vecchio, nous aurons un ciel nuageux avec des averses prévues normalement cet après-midi. Corte, des Barti di Gorti, un ciel couvert avec de la pluie prévue pour cette matinée, et ainsi que pour cet après-midi avec des averses, à savoir que du côté de Corte, nous avons des températures qui sont autour de 6 degrés, un ressenti de 2 degrés à force se couvrir pour nos amis cortenais. Côté Balagne, côté Calvi, Isola Rossa et la Balagne, nous aurons des nuages, des averses prévues avec des températures qui vont avoisiner donc les 13-14 degrés. Et du vent prévu sur l'ensemble de l'île, donc soyez très très prudents. Et c'est bien pour ça que certains bateaux sont en train de tourner au large du côté de Bastia. Voilà, demain le bulletin météo, ce sera Philippe, qui est beaucoup plus spécialisé que moi sur la météo. Bon, les pronostics hippiques, ça va du côté de Vincennes, on va se faire un petit tiercé, un petit quintet pour cette journée, avec les pronostics de Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse Internationale. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 15 Sandokan qui ne devrait pas sortir des trois premiers. Passons la cinquième course, le 12 Gaga Lady devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la sixième, le numéro 4 Netum Chant. Bon jeu à tous. Voilà, vous avez bien noté? Bon, allez, on rappelle qu'on a 10% sur vos gains. Ah oui, c'est comme ça. 10% sur vos gains si vous gagnez. L'horoscope, c'est la charmante Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les jours pour le tirage de cartes et pour les prédictions des signes zodiacales. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, si vous avez envie d'entreprendre de la nouveauté, que vous voulez mettre de nouvelles actions ou que vous vous engagez dans quelque chose de totalement différent, sachez bien que vous allez avoir le soutien qui va vous rassurer pour encore plus foncer que d'habitude. Les taureaux, aujourd'hui cette journée va vous paraître longue et lente. Il y a des moments comme ça. Regardez un petit peu peut-être la charge mentale ou le poids que vous pouvez avoir sur vos épaules. C'est possible que cela joue quand même sur cette lenteur assez constante, qui peut éventuellement vous empêcher de profiter de l'instant présent. Après, c'est comme tout. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les Gémeaux, sachez bien que le petit rythme que vous avez pu trouver risque d'être assez mouvementé par le biais d'un événement, quelque chose que la vie va vous apporter d'assez soudain. Ça peut être bon comme ça peut être moins positif.
mais cela n'empêche que vous aurez quand même moyen de construire quelque chose si vous prenez la peine de regarder avec un regard bien ouvert. Les cancers, ne vous arrêtez pas simplement aux apparences, vous avez totalement les capacités de voir beaucoup plus loin que ce qui est subtil, même si par moments la réalité peut mettre quand même une sensation de perte ou de crainte. N'ayez pas peur de cela, parfois il faut voir la réalité en face. Les lions, vous suivez vos passions, mais elles peuvent mettre du temps à avoir des résultats. Ne vous inquiétez pas, continuez d'être combatif et de faire les choses avec le cœur. Les vierges, aujourd'hui, bon mood, bon moral, vous allez vous sentir bien, léger et dans le bonheur. Rien de plus à dire, c'est très bien. Les balances, aujourd'hui, vous allez avoir pas mal de communication ou en tout cas de dialogue avec avec les membres de votre famille, avec vos amis ou toutes les personnes qui peuvent vous côtoyer de près. Les scorpions, vous allez avoir envie de parler travail, de peut-être mettre des changements ou de potentiellement prévoir des objectifs changeants par rapport aux objectifs de base. Les sagittaires, aujourd'hui, vous risquez d'avoir des nouvelles qui ne vont pas forcément vous plaire. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. En tout cas, voilà, tenez le coup, prenez du recul et voyez ce que vous pouvez faire. Les capricornes, on peut dire que les reproches et les disputes ne vont pas vous atteindre, vous vous en foutez royalement. Les verseaux, faire preuve d'action et de fougue, oui, mais tout de même réfléchissez un minimum avant de passer à l'action, parce qu'en tout cas, on peut dire que vous êtes sur la bonne voie, mais ne faites pas n'importe quoi. Et enfin, les poissons, vous vous en sortez bien, quelle que soit la situation que vous rencontrez, de nouveaux départs sont possibles et un bonheur est à venir. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Monsieur Cinéma, Alain Luciani. Le lundi, vous savez que le lundi, la plupart du temps, il donne des conférences sur la place Écola. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour. C'est à partir de 18h, 18h30. Mais bon, il faut arriver un peu avant. Vous arrivez un peu avant pour avoir une petite place pour pouvoir s'asseoir parce qu'il y a donc de plus en plus de monde donc, pour ces conférences d'Alain Luciani. Aujourd'hui, donc, on le retrouve et il va nous parler de Patrick Devers. Ami Guidi au cinéma, bisaludo, foudroyé à 35 ans, le 16 juillet 1982, après s'être tiré une balle dans la bouche, Patrick Devers reste une référence, un modèle pour son approche du théâtre et pour son approche du travail de comédien. Des années après sa disparition, Devers, l'écorché vif, le grand brûlé du cœur, continue d'inspirer les nouvelles générations d'acteurs. Gilles Lelouch, Benoît Magimel, Pio Marmaille, Pierre Ninet, Albert Dupontel. Écoutons par exemple Niels Schneider. Je cite. « Il incarne une sorte de bouillonnement, de révolte, de légèreté aussi. Ce qui est fascinant chez lui, c'est une grande violence prête à exploser et en même temps un vrai plaisir du jeu. » C'est avec le film de Bertrand Blier, Les Valseuses, en 1974, que la carrière de Patrick Devers marque une accélération. Avant, il y avait eu l'aventure humaine et théâtrale du fameux Café de la Gare, et la rencontre avec Coluche, avec Rufus, avec Miu Miu. Et avant, 15 ans de plateau télé, dans des feuilletons ou des adaptations littéraires. Dans ces années post-68ardes, qui renouvellent en partie le cinéma français, il enchaîne quelquefois jusqu'à 3 films par an, à la fois des films d'auteur et du cinéma populaire. Il est moniteur de colo, macho et tortionnaire dans La meilleure façon de marcher. Il est magistrat intraitable dans Le juge Fayard. Il est flic imprévisible et décontracté dans Adieu poulet. Il est journaliste d'enquête, têtu et incorruptible dans 1000 milliards de dollars. Les performances d'acteurs au-delà viendront surtout avec Série Noire
et Coup de tête en 79, qui lui vaudront l'admiration de la critique et l'adhésion des spectateurs. Deux vers, c'est l'émotion d'un personnage, plus les failles, les blessures de l'acteur lui-même. Deux vers, c'est l'un des plus beaux anti-héros du cinéma français. Che lo riposi in pace. À la prossima. Voilà, on ne peut pas manquer ce rendez-vous avec Alain. Hein. Je vous rappelle, ce soir le Place Saint-Nicolas, hein, donc au Palmier, donc tranquillement, hein, vous pouvez vous y installer. C'est gratuit. Hein. Certaines personnes me disent, les conférences sont payantes. Non, c'est gratuit, les enfants. En plus, vous allez voir, il va vous offrir un petit apéritif à la fin, un petit vin de l'amitié. On poursuit avec l'invité. L'invité du jour, ce sera au micro de Pierre-Louis Alessandri, et ce sera donc l'écrivain Ange Rover, qui va nous parler de son ouvrage sur Pascal Paoli. Notre invité aujourd'hui est Ange Rover, professeur émérite d'histoire et historien, auteur de nombreux livres sur la Corse, et le dernier est paru dans le cadre de l'année de commémoration des 300 ans de la naissance de Pascal Paoli, qui s'est terminée il y a quelques semaines. Alors le titre du livre, Pascal Paoli, de lumière et d'ombre, et il est paru dans la collection classique Garnier. Ange Rover, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le titre de votre livre résume en quelque sorte votre récit. Contrairement à d'autres historiens, vous avez voulu donner de Pascal Paoli une image plus critique, celle de la lumière, qui est celle du Babo di Amadria, mais aussi, et de son combat, mais aussi une part d'ombre qui compose cette vie. Rétablir des vérités. Écoutez, moi je suis historien, je ne suis pas battleur de foire, et ce livre a paru sans que, je dirais, j'ai eu conscience qu'on était dans le cadre du tricentenaire. Il a paru en 2024, et ce n'est qu'après que j'ai pris conscience qu'on allait au-devant d'une commémoration de la naissance de Pascal Paoli. Parce que, figurez-vous, en 1969, ma maîtrise a porté sur Pascal Paoli. Et depuis plus de 50 ans, c'est un sujet que je travaille. Donc c'est une reprise de vos travaux antérieurs? Non, c'est pas une reprise. Une maîtrise, c'est une maîtrise. Hein. En 1969, ça vaut ce que ça vaut. Bien. Mais depuis plus de 50 ans, c'est un sujet sur lequel je travaille en explorant toutes les archives, toutes les facettes aussi du personnage. Et lorsque le titre est venu comme ça, de lumière et d'ombre, il fallait bien prendre en compte la personnalité, son combat, mais aussi les réalités insulaires et aussi internationales dans lesquelles son action s'est déroulée. Alors malgré tout, il fallait se saisir de ce moment de la commémoration des 300 ans de sa naissance pour faire un peu plus la lumière sur Paoli, et non pas rester uniquement sur le personnage encensé par la République des lettres en Europe et en Amérique. Paoli, vous le démontrez, est un personnage ambivalent, comme d'ailleurs peut-être sont tous les grands personnages politiques, historiques. Absolument. Absolument. Dans la mesure où il naît dans le cadre d'un combat qu'il va assumer. Et, par exemple, le qualificatif ou le sous-titre de lumière et d'ombre, d'abord, approfondissons l'aspect lumière.
dans la mesure où c'est une exception dans cette Europe du XVIIIe siècle. Qui est l'Europe des Lumières, malgré tout. Non, attendez. Allons jusqu'au bout. C'est une exception. Dans cette Méditerranée, les princes, les rois, les ducs se disputent les îles qui se passent les uns les autres en fonction des traités de paix, comme si les habitants de ces îles étaient des troupeaux de moutons. Lui va assumer la charge, la volonté de combattre pour la liberté de l'île. C'est énorme. Il ne mène pas un combat pour gagner des territoires. Il mène un combat pour, disons, pour aller vite, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sans volonté de conquête vis-à-vis de qui que ce soit. Et par ce combat, pour ce combat, et c'est énorme, encore une fois, c'est un exemple, c'est pas un modèle, c'est un exemple. Et pour gagner ce combat, pour faire de la Corse un pays indépendant, il va construire un État. Et c'est pas facile. Surtout dans la situation de la Corse, on pourra y revenir. Mais la volonté, c'est de construire un État. Alors, malgré tout, Paoli, c'est quelqu'un qui est imprégné de culture italienne, puisqu'il reste des années à Naples, il fait partie de l'armée royale de ce pays. Il est imprégné peut-être aussi de l'illuminisme italien, de la culture italienne. Comment il passe d'une structure intellectuelle à une autre? Non, il ne passe pas d'une structure intellectuelle à une autre. Naples est un grand foyer culturel. Après, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les Lumières à Naples, dans la première moitié du XVIIIe, elles sont encore balbutiantes. Or, c'est dans cette ambiance qu'il va grandir. Il est, disons, peut-être l'élève de Genovese en 1741, mais Genovese a une école privée. S'il y reste, il reste quelques mois dans cette école privée. Et le Genovese des années 1740-41, c'est un philosophe métaphysicien. Ce n'est pas encore celui qui va ouvrir en 1754 sa chaire à l'université. Alors, malgré tout, dans la structure intellectuelle de Paoli, vous le démontrez, vous l'écrivez dans votre livre, c'est un homme imprégné de religion. Absolument. Et qui a une prédilection, alors c'est quand même particulier, une prédilection pour l'Ancien Testament. Absolument. Qui est pour lui une école des grands hommes. C'est quand même particulier. Mais c'est parce qu'il a une culture corse aussi. La Corse est un pays cléricalisé qui a absorbé le Concile de Trente. Non seulement dans la hiérarchie catholique, dans la hiérarchie de l'Église, mais souvenons-nous qu'il y a dans cette île plus de 1000 curés, qu'il y a en gros 1 millier de moines, dans une population de 120-130 000 habitants, un encadrement. Donc une domination de l'Église. Absolument. Et il est porteur de cette culture. Son père est un bigot. Il a son nom, c'est son oncle qui, quand il était en Corse, a commencé à le former. Son père est un bigot. Son ami le plus intime, qu'il a suivi
quand il était soldat à Galette. C'est qui? C'est Savelli. Celui qui a écrit la justification. Il est imprégné de cette culture religieuse. Alors, vous décrivez quand même Paoli comme un homme qui défend sa caste, sa classe. Il a l'obsession de la noblesse. Il écrit à Casabianca. Oui. Alors, il convient de considérer, je cite, avec indifférence les voix de la multitude, du popolaccio, qui, parce qu'elle est incapable de gouverner, Absolument. nous a mis à sa tête. C'est quand même un regard assez méprisant, je dirais. Non, mais c'est pas méprisant. Il appartient à une catégorie sociale en émergence, en Corse, et il partage la même culture que Savelli, que Boutafo. Ils sont très amis jusqu'au... Il est du côté des possédants pour employer un langage actuel. Il est du côté, je dirais, du milieu dans lequel il a grandi et il vit. C'est tout. C'est pas en faire, je dirais, c'est pas tirer sur lui ou un trait, je veux dire, qui n'a pas lieu d'être. Il est l'homme d'un milieu, d'une pensée. Il n'a pas lu, du moins avant de venir en Corse, Montesquieu. Il est imprégné de Machiavel. Il veut être le principe nuovo, qui doit avoir le pouvoir absolu. Et pour gagner ce pouvoir absolu, il va s'appuyer sur les notables et sur l'Église. Alors, à quel moment, finalement, se situe le tournant de Paoli? Lors de sa prise de pouvoir en Corse, ou avec sa rupture avec la Convention et l'épisode du Royaume en Corse? Non. Ce qui est clair, alors vraiment, sa pensée politique, c'est clair. Il prend le pouvoir comme principe nuovo, et il prend le pouvoir à vie. Il faut faire attention. Bien. Pendant 8 ans, il a dû gagner ce pouvoir contre les Matres. Parce que la guerre contre les Matres a duré 8 ans. L'union est difficile. Bon, c'est chose brouillade. Mais il a fini par gagner. Il a gagné en juin 63. D'où, grand tournant, la consulte de 1764, de mai 1764. Et là, il révèle véritablement sa pensée politique. Puisqu'à partir de cette consulte, où maintenant Mâtre a été éliminé, Gênes ne compte plus, il va construire un État, un système politique, dans lequel, par étapes, il va s'affirmer comme maître absolu de cette île, en éliminant la représentation populaire. De consulte en consulte, il va éliminer la représentation populaire avec une architecture qui va reposer sur les notables. Alors malgré tout... Et ce qui est révélateur de cette pensée politique, c'est quoi? Parce qu'il ne meurt pas en 68, il ne meurt pas en 69, il ne meurt pas à Pontenove. Il va avoir une vie derrière. Or, il a voté la constitution anglo-corse. Pourquoi? Qui est une constitution très aristocratique. Alors il y a la sienne, la constitution, malgré tout. Il n'y en a pas de constitution. Il a quand même réfléchi à une constitution qui soit adaptée à la Corse. Non, il peut être critique là-dessus. Non. D'abord, quand on parle de constitution, on se réfère à 1765. Ça, c'est absurde. Bien. Il existe ce texte. Non. Si vous prenez l'élaboration institutionnelle ou constitutionnelle, si vous voulez dire pas, ça se fait pas à pas.
Il n'y a jamais eu de texte définitif. D'ailleurs, en 1768, il attend que Koch, son ami toscan, lui envoie encore des propositions pour améliorer son système de gouvernement. Enfin, il faut regarder l'histoire comme elle est. Moi, je suis Mais historien. avec ça, il modère Attends. malgré tout son pouvoir que vous considérez comme absolu. Il a un pouvoir absolu. Et la raison pour laquelle il vote la constitution anglo-corse, qui est, mais on ne peut plus aristocratique, alors que la Convention, en 1793, a instauré le suffrage universel masculin. Bien. Là, c'est une constitution aristocratique qui, comme son mode de gouvernement, élimine le peuple comme acteur politique. Et pourquoi vote-t-il sa constitution, cette constitution anglo-corse? Tout simplement parce qu'il pense être le vice-roi. Ça rejoint sa pensée Il est politique. déçu de ce côté-là, puisqu'il Oui, n'est mais pas. ça, c'est autre chose. Mais s'il la vote, c'est parce qu'il veut être le vice-roi. Il entend être le vice-roi. Il y a une continuité de sa passé politique. Alors, quand on vous lit, finalement, et que l'on vous écoute, on réfléchit, on se demande où prend-il véritablement cette dénomination de père de la patrie, du Bab Diabad? Non, mais attends. Je ne sais pas, mais tous les chefs d'État italiens, y compris les Médicis, donc, et c'est une vieille tradition, sont qualifiés de père de la patrie. C'est une vieille tradition italienne qui est reprise en Corse, parce que la Corse est de culture italienne, et basta. Je veux dire, il ne faut pas en faire... Donc il n'y a pas de fondement véritablement du combat de Paoli pour l'indépendance de son île. Non, mais il ne faut pas confondre. C'est uniquement une définition culturelle... Culturelle donnée à tout... Mais après, qu'il y ait une symbolique, je veux bien. Mais c'est un qualificatif qui est donné, y compris aux Médicis. Depuis toujours. C'est le père de la patrie, celui qui symbolise l'État, etc. Sans plus. Après, on peut, c'est vrai, construire des romans, ergoter à droite et à gauche. Moi, je suis historien. Je suis historien tout bêtement. Et je prends les choses en fonction des réalités, en disant, mais comment ça se passe ici, comment ça se passe là-bas. Finalement, où se situe la part de lumière de Pascal Paoli? D'abord dans ce combat que j'ai décliné tout à l'heure. La volonté de construire une Corse indépendante dans un pays, dans une Méditerranée où les souverains échangent les îles comme si c'était des troupeaux de moutons, volonté de construire un État. Il est encensé par Rousseau, malgré tout, hein, et Bossuet aussi. Ah non, mais alors après, là, c'est un autre débat. Il est normal que Rousseau prenne le parti de ce combat. Et il ne refuse pas l'idée, même après s'il l'abandonne, de faire pour la Corse, sur la proposition de Mathieu Boutafeux, un projet de constitution. Pourquoi Rousseau? Parce que Rousseau symbolise déjà une sorte de lumière radicale. Et il voit dans la Corse de Paoli, je dirais, le symbole, l'exemple de ce combat de lumière radicale contre Voltaire, qui lui, est à fond pour Choiseul. Souvenez-vous de la lettre de Voltaire à Madame Denis, ou à Prontenovo. Enfin, nous sommes accordés. Bon, ces deux combats, l'un pour le peuple, je dirais, pour aller vite, pour la démocratie, et l'autre pour le despotisme éclairé. Et Rousseau, il tout à fait naturellement prend parti pour ce combat. Bien.
avec des illusions, mais comme les autres. Prenez Verri. Verri a encensé Paoli. Pourquoi? Parce que Verri il n'est jamais venu en Corse. Il considère, parce qu'il est milanais, rattaché à l'Autriche, puisque... Hein, il considère que le combat de Paoli est un exemple, peut-être pour lui, pour moderniser le fonctionnement de l'État autrichien. Alors vous signalez aussi, oui. Mais, attends. Et il va encenser Paoli jusqu'à Pontenove. Après Pontenove, Paoli devient un bouffon. Il l'écrit. Pourquoi? Parce que l'idée de Verri, c'était que Paoli allait faire échec à la domination française en Méditerranée. À partir du moment, lui, Milanais autrichien, Paoli a perdu ce combat, il devient un bouffon et il déverse sur Paoli des insultes comme Dieu, c'est pas possible. Je dirais, Paoli est à la fois symbole, prétexte pour toutes les lumières, je dirais, de l'époque. Alors, pour terminer notre entretien, Ange Rovert, finalement, que doit retenir l'histoire de Pasquale Paoli en priorité? Son amour pour la Corse et son combat pour son indépendance, comme vous l'avez décrit. Et aujourd'hui, est-ce que, par exemple, c'est ce qu'aujourd'hui les nationalistes ont choisi dans leur récit sur Paoli, mais l'historien que vous êtes, finalement, il ne s'en contente pas. Non, moi, l'historien que je suis analyse une période de l'histoire avec, je dirais, l'esprit critique qu'il faut, l'appareil conceptuel qu'il faut, l'appareil, je dirais, l'érudition. Et j'analyse normalement ce symbole. Maintenant, on construit un roman national. Moi, je veux bien. Mais ça donne quoi? Ça donne des écrits en suspension avec l'histoire. On me parle de démocratie paoline. Elle n'existe pas. Bien. C'est un gouvernement. Finalement, c'est une institution dans laquelle le peuple est absent. On me parle de liberté. Liberté de la patrie, certes. Mais on ne trouvera jamais dans n'importe quel texte de Paoli la garantie des libertés individuelles. D'ailleurs, en 1764, il refuse la proposition faite par Boutafogo d'établir un habeas corpus, garantissant les libertés individuelles. Il combat Beccaria. Beccaria, c'est quand même le père du droit pénal moderne. À un moment donné, il est encensé par les révolutionnaires français qui le reçoivent. Ah oui, mais alors après, je pense l'avoir démontré. En 1790, je dirais, compte tenu du tournant que prend l'histoire de France, les révolutionnaires français, la preuve c'est Buonarroti, ont dans l'idée cette, comment dirais-je, cette réputation, ce visage que la littérature du 19e, du 18e a construit. Bien. Mais une réputation, encore une fois, ambivalente. Et ils sont eux aussi, et c'est le cas, encore une fois, de Buonarroti, prisonniers de cette vision. Et il y a une sorte de syncrétisme qui s'opère entre une vision idéalisée du passé
et ce qui est en construction dans l'histoire de France à partir de 89. Et puis, les yeux, ils vont se dessiller. Saligetti et Arena et tant d'autres, très paolistes, en 89-90, vont, à partir de 92-93, prendre la mesure d'une personnalité qui ne répond pas aux rêves dans lequel ils s'étaient eux-mêmes investis autour de la personnalité de Pascal Paoli. On pourrait continuer à parler des heures sur Pascal Paoli. Malgré tout, en conclusion, Ange Rovère, Pascal Paoli demeure le personnage central de l'histoire de la Corse du XVIIIe et au-delà, malgré tout. Le personnage central de l'histoire de la Corse, c'est Napoléon. Il illumine sa maison de Londres le jour où Napoléon devient empereur. Oui, non, mais voilà, je veux dire, un démoubiant, je veux dire, c'est un personnage central, c'est vrai, de l'histoire de la Corse du XVIIIe. Encore faut-il avoir sur les personnages, son action, et sur la Corse. Parce que dans tous les livres que vous pouvez lire sur Pascal Paoli, les Corses n'existent pas, hein. Il y a 130 ou 140 000 habitants, 90% de paysans, mais on ne parle jamais des paysans. De leur faim, la guerre civile, a miseria negra. Hein? Les luttes agraires, comment Paoli gère le problème agraire comme Gênes. Le Fiumo, c'est pas rien. Le Miacha, c'est pas rien. Hein. Bien. Donc, il est là, le peuple. Elle est là, la Corse. Or, moi, mon regard, c'est Paoli. Mais Paoli par rapport aux réalités insulaires. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est faire parler ceux qui sont absents de l'histoire. Parce qu'il faut lire les rapports qui arrive chez Paoli, par ses inspecteurs même. La misère épouvantable, et surtout, je dirais, le comportement de ces commissaires qui traitent le peuple comme si c'était presque des esclaves. Quand ils vont prendre les impôts, c'est épouvantable ce qui se passe. Alors, on va conclure. On est effectivement dans le récit, et un récit malgré tout politique et critique. C'est pas un récit politique. Du personnage de Paoli. Mais malgré tout, et il faut conclure, malgré l'intérêt de l'entretien, Paoli, malgré tout, est considéré aujourd'hui par les Corses comme un personnage qui a malgré tout essayé de donner à la Corse une indépendance. Finalement, il n'a pas gagné, mais retenir ça, c'est quand même fondamental. Mais nous sommes tout à fait d'accord, mais il faut travailler la question en historien. Ange Rovère, merci. Votre livre, donc, Pascal Paoli, de lumière et d'ombre. Bon, je rappelle aujourd'hui, pas d'informations, il n'y a pas d'infos. Je rappelle que Philippe est actuellement sur un bateau, je vous cache rien, hein, il est sur le bateau de la Corsica Ferries, et le bateau est en train de tourner au large de Bastia, car il y a beaucoup de vent. Donc il n'est pas prêt d'arriver, mais bon, demain matin, il sera là. Hein. On va clôturer cette matinale avec Pierre-Louis Alessandri. Pierre-Louis Alessandri, et c'est bien sûr sa petite rubrique de tous les lundis, et il est toujours un peu piquant comme ça. A Gronica di Pedro Luigi Alessandri. A Corsica è un territorio di Francia o più sportivo. Gente noi che a pratica sportiva è a più alta, dice un studio. Una notizia un po' strana, se lo si considera
che a Corsica di regione di Francia in due luce o più vecchi. E quando lo si è vecchi, si sa, si sta piuttosto infuttugliati che inarpellati. E beh no, in Corsica l'attività fisica sopranisce o riposo. Un schiaffo alla carta postale di un corso specialista di Uvarniente. Sarebbe la geografia dell'isola che favorischerebbe la pratica sportiva e in particolare a marcia. È vero che in de noi mancano cammini, bigoli, sentieri che corrono per ste macchie e ste montagne e che ci invitano a spassigliera un po' più forzata. Ma le strade e i stradoni sono di noi luoghi di marcia, senza contare e vie di agità. Mettitevi a Pusà, Piazza Santo Nicolò in Bastia, verso lato di Umare o in Najaccio, in fine di giornata, e vedrete quante gente, uomini, donne, zidelli corrono. Hanno anche a racce apparecchi per misurare i bassi e lumi attaccati al fronte per schiarire il cammino. E corrono non solo lungomare, ma per le vie di città. Ci tocca bruciare il troppo grasso, tenere il suo corpo elegante, muscolato, svelto. E poi, a dicono, faceva per la salute. Fuori i ciccioni e i banzuti. Oggi campiamo in una società dell'apparenza schietta. E la pratica sportiva ne è uno dei mezzi i più sicuri per dare a meglio idrina di un nostro corpo. Allora, in essendo un territorio più sportivo, a Corsica ne sarebbe podasse quello di corpi i più belli. E perché no? Merci Pierre-Louis. Bon, voilà donc pour cette première matinale de la semaine. On se retrouve demain, si vous voulez bien. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez revoir, comme je vous le dis, tous les matins, et vous dites, tout est matin chez Safar. Et vous pouvez nous retrouver en podcast, vous pouvez nous retrouver sur la télé d'Orange, vous pouvez retrouver les replays, que ce soit sur Stampa Paese, sur Télé Paese, ou bien sur notre site de Radio Corse International, notre plateforme. Vous avez tout, la radio en direct. Vous avez les podcasts et en même temps, vous avez les replays de vidéos. Que demande le peuple? Tout simplement, même avec vos petits portables, comme moi, vous prenez votre portable, rci.websiteradio.co, vous validez la plateforme, vous mettez ça dans votre voiture, vous faites le transfert sur votre téléphone, et vous avez la radio, avec aucune coupure de Bastia jusqu'à Ajaccio, vous allez voir, ça marche très bien. Voilà. Bon, on se retrouve demain. Tenete forte et faites attention, ça va souffler aujourd'hui. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Siamo sempre qui.